Quand on pense aux Vikings, Hollywood nous a appris à voir des hommes brutaux, des femmes sans choix et des mariages imposés par la force. Des scènes violentes. Des clichés spectaculaires, une vision simple, mais efficace pour le cinéma. Pourtant, la réalité historique est bien différente. Derrière les guerriers, il existait une société organisée, avec des lois, des règles sociales et une véritable importance accordée au mariage. Était-il réellement forcé ou était-il un accord, une alliance, parfois même une célébration? Grâce aux découvertes archéologiques, aux textes anciens et aux lois vikings, une autre histoire apparaît. Aujourd'hui, nous allons laisser Hollywood de côté pour comprendre comment les Vikings se mariaient et comment était vraiment consommé le mariage. Quand on pense aux Vikings, on imagine souvent des hommes brutaux, des femmes sans choix et des mariages imposés par la force. Mais la réalité historique est très différente. Chez les Vikings, le mariage était avant tout un acte légal et public. Il ne se faisait jamais en secret. Les termes étaient annoncés devant témoins lors des assemblées appelées Ting. Sans déclaration officielle, le mariage n'avait aucune valeur juridique. Les lois islandaises médiévales, regroupées dans le Gragas, sont très claires. Un mariage devait être reconnu par la communauté et encadré par des règles précises. Contrairement aux clichés, le consentement de la femme comptait. Des historiennes comme Jenny Jochens, spécialiste de la société nordique, expliquent tant que les femmes pouvaient refuser un mariage et même demander un divorce en cas de violence ou d'abandon. La dot, souvent mal comprise, n'était pas un prix à payer. Elle restait la propriété de la femme et servait de protection financière tout au long du mariage. Les sources archéologiques le confirment. On retrouve dans les tombes féminines des clés, des coffres, des objets liés à la gestion du foyer, symboles d'autorité et de responsabilité. Même les observateurs étrangers, comme le diplomate arabe Ahmad ibn Fadlan, décrivent une société rude, mais structurée, avec des règles familiales strictes. Alors non, le mariage viking n'était pas une prise de guerre. C'était un contrat, une alliance, un engagement reconnu par la loi. Et une question reste essentielle. Comment ce mariage était-il réellement consommé? Une fois le mariage reconnu par la loi et la communauté, une autre étape restait à franchir, la nuit de noces. Mais là encore, la réalité viking est loin des clichés modernes. Contrairement à ce que le cinéma suggère, la consommation du mariage n'était ni violente, ni improvisée, ni laissée dans l'ombre. Elle s'inscrivait dans un cadre rituel précis. Les sources médiévales nordiques décrivent une transition progressive. Après la cérémonie, le couple était conduit vers l'espace conjugal, souvent sous les chants, les plaisanteries et les bénédictions de la communauté. Ce moment n'était pas intime au sens moderne, mais socialement reconnu. Il marquait le passage officiel d'un statut à un autre. Les sagas islandaises évoquent parfois la présence de témoins indirects, non pour observer l'acte, mais pour attester que l'union avait bien été consommée. Cette reconnaissance avait une valeur juridique, notamment en cas d'héritage ou de séparation. Mais les textes sont clairs sur un point essentiel. La contrainte sexuelle n'était pas un idéal ni une norme valorisée. Les lois nordiques distinguent explicitement l'union légitime de l'agression, cette dernière étant passible de sanctions sévères, pouvant aller jusqu'à l'exil. Les historiennes rappellent aussi que le consentement ne s'arrêtait pas au mariage. Une femme pouvait quitter son mari si elle était maltraitée, humiliée ou abandonnée. La nuit de noces viking n'était donc pas un acte sauvage, mais un rituel de passage, chargé de symboles, inscrit dans une société où la réputation, l'honneur et la loi avaient un poids immense. Alors si Hollywood aime montrer des vikings dominants et incontrôlables, l'histoire, elle, nous parle d'un monde plus rude, mais aussi plus structuré qu'on ne l'imagine. Lors des raids vikings, les richesses ne se limitaient pas à l'or ou aux armes. Des femmes étaient aussi capturées, et leur statut était très différent de celui des épouses libres. Ces femmes étaient appelées thralls, les esclaves. Elles pouvaient provenir des îles britanniques, de l'Europe de l'Est ou du Munster. Leur capture n'était ni accidentelle ni exceptionnelle. Elles faisaient partie intégrante de l'économie viking. Contrairement aux femmes libres, les esclaves n'avaient aucun droit matrimonial. Elles ne pouvaient ni refuser un maître, ni invoquer la loi pour se protéger. Les sources médiévales nordiques sont explicites. Un homme pouvait avoir des relations sexuelles avec une esclave sans que cela soit considéré comme un mariage. Les sagas islandaises, comme la saga de Laxdela ou la saga de Njal, décrivent ces femmes comme des possessions légales au même titre que le bétail ou les terres. L'historienne Jenny Jochens est très claire, le consentement, si central pour les femmes libres, ne s'appliquait pas aux esclaves.
Même le diplomate arabe Ahmad ibn Fadlan, témoin direct de sociétés nordiques au Xe siècle, décrit des pratiques sexuelles imposées lors de rituels ou dans le cadre de la servitude. Oui, c'était violent. Oui, c'était une domination totale. Mais là encore, ce n'était pas un déchaînement barbare sans structure. C'était un système assumé, inscrit dans la loi et la hiérarchie sociale. Et c'est précisément cette différence entre femmes libres et femmes captives que Hollywood efface presque toujours.